Une vidéo consacrée à un savoir-faire important qui est la corrélation. L'objectif sera de savoir expliquer la différence entre une causalité et une corrélation, de savoir évaluer aussi l'existence d'une corrélation à partir d'un modèle mathématique ou statistique. Les notions et savoir-faire à mobiliser, donc beaucoup de notions et savoir-faire en lien avec l'outil mathématique. Principalement, ce qui est au programme sont les notions de modèle, de corrélation donc, et de causalité. Les autres notions qui apparaissent ici sont des notions très utiles pour comprendre les notions au programme, mais ne sont pas explicitement inscrites dans le programme. On va travailler en 6 temps. On se demandera dans un premier temps qu'est-ce que c'est concrètement qu'une corrélation, qu'est-ce qui différencie une corrélation d'une causalité. On illustre ces notions à travers un exercice introductif, puis on appliquera ce qu'on aura vu dans un exercice d'application. On verra ensuite comment évaluer l'intensité d'une corrélation, est-ce qu'une corrélation est forte ou faible, et comment on fait pour le savoir. On verra qu'il y a un certain nombre de pièges à éviter, notamment dans la distinction entre variables expliquées et explicatives, et puis on terminera avec un bilan sur ce qu'il faut retenir. Donc commençons de suite par la distinction entre corrélation et causalité. De quoi parle-t-on? On va partir d'un exemple tout bête, on va imaginer le cas de Billy, qui mesure donc 1m80, pèse 75 kg, et puis notre ami Billy, un mois après, mesure toujours 1m80, mais cette fois-ci pèse 100 kg. Il a donc pris 25 kg, et on nous apprend que, entre-temps, durant le mois qui s'est écoulé, eh bien, notre ami Billy a mangé 6 pizzas par jour pendant un mois. Le lien de causalité est ici évident. La situation finale, Billy qui pèse 100 kg, est différente de la situation initiale, 80 kg, à cause d'un phénomène clairement identifiable. Il a manifestement mangé trop de pizzas et donc cela l'a fait grossir. Donc là, on n'a rien inventé, on se doutait bien que manger trop de pizzas faisait grossir, mais la question qui va nous intéresser, c'est est-ce que ce constat est généralisable? Est-ce qu'il existe un lien mécanique, automatique, entre une élévation de la masse corporelle et l'ingestion massive de pizza? Et on va voir que non. Pour s'en convaincre, on va prendre l'exemple de Tom, qui, comme Billy pesait en début de période 75 kg pour 1m80, suit le même régime entre guillemets que Billy, mais lui, un mois après, vous voyez, il n'a pas bougé. Il fait la même taille et le même poids. Qu'entre Billy et Tom, on va se demander lequel décrit le mieux la relation liant le nombre de pizzas ingérées et la surcharge pondérale. Pour savoir ça, une étude de corrélation s'impose. Une étude de corrélation, c'est-à-dire basée sur un grand nombre d'individus. Et effectivement, on est obligé de travailler sur un grand nombre d'individus pour savoir qui de Billy ou de Tom représente le mieux la réalité. On va continuer avec un exercice introductif visant à assimiler le vocabulaire de base. À l'origine des études de corrélation, on trouve un bonhomme qui s'appelle Francis Galton et qui a travaillé, le premier, sur une question toute simple en apparence: dans quelle mesure la taille des pères explique-t-elle la taille des fils? Donc on imagine tout à fait que plus les pères sont grands et plus les fils vont l'être également. Mais Galton essaie de mesurer l'intensité du lien qu'il y a entre ces deux variables. Pour ça, on prend un certain nombre d'individus, donc ici on en prend 6, que l'on va classer par ordre croissant de taille, mais aussi par ordre de taille du père. Donc on voit ici par exemple que les individus A et B ont en commun d'avoir un père qui mesure 1m60. Les individus C et D ont en commun d'avoir un père qui mesure 1m70. Et les individus E et F ont en commun d'avoir un père qui mesure 1m80. On va ensuite représenter ces données sur un graphique. On va mettre la taille des pères en abscisse, la taille des fils en ordonnée, et placer chacun des points correspondant à chaque individu. Et on obtient un ensemble de points que l'on appelle en statistique un nuage de points. Continuons notre étude pour constater que la taille des fils est ce que l'on appelle la variable expliquée. C'est-à-dire c'est le phénomène que l'on va essayer d'expliquer. La taille des pères constitue la variable explicative. On suppose que la taille des pères constitue une bonne explication de la taille des fils. Continuons en observant que
ici, en moyenne, les individus dont le père mesure 1,60 m mesurent eux-mêmes en moyenne 1,60 m. Que les individus dont le père mesure 1,70 m, eh bien, mesurent en moyenne un peu plus d'1,73 m. Et les individus dont le père mesure 1,80 m, eh bien, mesurent en moyenne 1,86 m. Plaçons ces points moyens sur le graphique et relions-les. On obtient ce que l'on appelle en statistique une droite de régression ou bien également une droite de corrélation. Que signifie cette droite? La pente de la droite de corrélation, tout d'abord, indique si la corrélation est positive ou négative. On voit ici que on obtient une droite de corrélation qui est croissante, ce qui indique une pente positive, et donc une corrélation elle-même positive. Ça veut dire qu'en moyenne, plus les pairs sont grands et plus les fils sont grands. Les deux variables évoluent dans le même sens. Cette droite de corrélation, également, permet de résumer le nuage de points. En d'autres termes, pour une taille de paire donnée, cette droite permet de représenter la taille moyenne des fils. Donc par exemple, les individus dont le père mesure 1,60 m mesurent tous 1,60 m sur cette droite. Les individus dont le père mesure 1,70 m mesurent tous un peu plus d'1,73 m d'après cette droite. Et les individus dont le père mesure 1,80 m mesurent tous 1,86 m. Continuons avec un exercice d'application. On va imaginer deux groupes d'individus constitués chacun de 15 individus. Dans le premier groupe, tous les individus ont en commun d'avoir un père qui mesure 1,40 m. Dans le groupe 2, tous les individus ont en commun d'avoir un père qui mesure 2 mètres. On va classer ces individus par taille croissante et regarder la signification des chiffres moyens. Je vous invite à mettre cette vidéo en pause et à donner la signification des deux données entourées. Donc nous pouvons dire que les individus dont le père mesure 1,40 m mesurent en moyenne un peu moins d'1,52 m. Et les individus dont le père mesure 2 mètres mesurent en moyenne un peu moins d'1,99 m. On va supposer que cette corrélation puisse être représentée graphiquement par une droite de corrélation, donc sur le modèle que l'on a vu précédemment, et que cette droite relève d'une fonction affine de type y égale ax plus b, une droite construite à partir des tailles moyennes. Eh bien, je vais vous demander de calculer a et b. Alors normalement cet exercice ne doit pas vous poser trop de difficultés, c'est un exercice que l'on fait normalement en mathématiques au niveau collège. Donc notre droite de corrélation, on sait qu'elle passe par deux points, un point dont l'abscisse est 140 et dont l'ordonnée est 151,8 et un autre point dont l'abscisse est 200 et l'ordonnée 198,8. Ça permet de représenter un système de deux équations à deux inconnus. Dans la mesure où il y a autant d'équations que d'inconnus, le système est relativement simple à résoudre. La façon la plus simple est de réécrire l'équation 1 et de faire la soustraction entre l'équation 2 et l'équation 1 de façon à annuler la présence de b. On substitue ensuite dans la première équation, ça permet de retrouver la valeur de a, une valeur approximative de a, et d'en déduire ensuite une valeur approximative de b. Une fois que l'on a calculé ça, on peut donc écrire l'équation de la droite de corrélation. Y représente la taille du fils, x représente la taille du père, et 0,783, donc a, est le coefficient directeur de la droite, ce que l'on pourrait appeler en économie, on reviendra sur cette notion, la propension marginale à être grand. Alors que nous apprend cette droite? Elle nous apprend déjà que le coefficient directeur est positif, d'où l'on peut déduire l'existence d'une corrélation positive. Graphiquement, on a une droite de corrélation qui est croissante, ce qui signifie qu'en moyenne, plus les pères sont grands et plus les fils le sont également.
Une fois que l'on a cette équation, il est facile de prévoir la taille des fils. Donc là, ici, dans la mesure où on n'a que 2 points, en remplaçant ici x et y dans notre équation, on retrouve exactement la taille des fils. Donc en fait, cette équation permet de prévoir la taille des fils pour une taille des paires donnée. Comment interpréter ces chiffres ici? Si tous les individus dont le père mesure 1,40 m, respectivement 2 mètres, et bien si tous ces individus avaient la même taille, alors cette taille serait d'un peu plus d'1,51 m, respectivement 1,99 m. Pourtant, les choses peuvent paraître ici extrêmement simples, mais en réalité, on l'a vu, tous les individus dont le père a la même taille n'ont pas la même taille. En réalité, notre droite de corrélation que l'on a tracée est un modèle mathématique, un modèle théorique, construit uniquement à partir de 2 points. Or, dans la réalité, on voit que pour une taille donnée des paires, eh bien, il y a une grande diversité de tailles des fils. Donc dans la réalité, on obtiendrait plutôt un graphique qui ressemblerait à ça, ce qu'on appelle un modèle statistique tiré de l'observation. La question à laquelle je vous invite à répondre est la suivante. Qu'est-ce qui différencie le modèle mathématique du modèle statistique? Réponse. Ce modèle mathématique, on l'a dit, est la droite de corrélation. Cette droite qui résume un ensemble de points en reliant les points moyens. C'est la droite qu'on obtiendrait s'il n'y avait pas d'écart par rapport à la moyenne, c'est-à-dire si tous les points étaient alignés. Le modèle mathématique, et c'est ça qu'il faudra impérativement retenir ici, est une représentation très simplifiée de la réalité. Le modèle statistique est, lui, une représentation un peu plus détaillée de la réalité, puisque, on le voit, il prend en compte un plus grand nombre de points. Des points qui ne sont pas tous parfaitement alignés sur la droite de corrélation. On va se proposer maintenant de voir comment évaluer l'intensité d'une corrélation à travers la méthode graphique. Jusqu'à présent, on avait travaillé sur une population de 30 individus, 2 groupes de 15. Mais on peut tout à fait imaginer que l'on travaille sur des populations d'une taille beaucoup plus importante, ici par exemple sur une population constituée de 915 individus. Bon, on imagine sans mal que plus n, c'est-à-dire le nombre d'individus étudiés, est grand, et plus il y a, statistiquement, un nombre élevé d'individus qui s'écartent de la moyenne. Graphiquement, on obtient un nuage de points qui ressemble à ça, qu'on a calculé ici l'équation de la droite de corrélation. On a également la droite de corrélation lorsque n est égal à 915. Et on peut se demander ce que vaut ce modèle. Est-ce qu'il permet de prévoir efficacement la taille des fils en fonction de celle des paires? Pour savoir ça, on a en gros 2 méthodes. La première, il faut regarder la répartition des points autour de la droite. Autrement dit, quelle forme a le nuage de points. La deuxième méthode, sur laquelle on ne va pas insister, consiste à calculer un coefficient de corrélation. Donc vous verrez la méthode de calcul, en tout cas pour ceux qui sont concernés après le bac. Nous, on ne va pas s'intéresser à cette méthode-là, en tout cas on ne va pas s'intéresser au niveau lycée, et on va se concentrer uniquement sur la première, qui est la méthode graphique. Comment se répartissent les points autour de la droite? Est-ce qu'ils sont bien alignés sur et autour de la droite, ou bien est-ce qu'ils sont répartis de manière anarchique autour de la droite? Donc je vous propose 3 cas de figure. Mettez cette vidéo en pause et dites-moi dans quel cas est-ce qu'on a affaire, oui ou non, à une corrélation forte ou faible. Alors dans le premier cas, on a une corrélation qui est positive, puisque la droite de corrélation est croissante, et cette corrélation est parfaite, puisque le nuage de points est parfaitement aligné avec la droite de corrélation. Dans le cas numéro 2, la corrélation, là encore positive, est assez forte dans le sens où même si les points ne sont pas tous parfaitement alignés sur la droite, on voit qu'ils suivent une évolution sensiblement parallèle à la droite. Autrement dit, ils sont répartis de manière homogène autour de la droite, ce qui peut s'interpréter comme une corrélation assez forte. Dans le cas numéro 3, en revanche, il n'y a clairement pas de corrélation. Construire une droite de corrélation ici n'est pas pertinent.
on voit que les points se répartissent de manière complètement anarchique autour de la droite. Avant de terminer, un piège à éviter quand on parle de variables expliquées et explicatives. Je vous donne un exemple de corrélation possible, mettant ici en ordonnée le nombre de prix Nobel obtenus dans quelques pays. Prix Nobel, qui est la récompense scientifique ultime pour les chercheurs et les savants. Le nombre de prix Nobel, donc, en fonction de la consommation annuelle de chocolat, exprimé en kilogrammes par habitant. Je vais vous poser deux questions. La première, y a-t-il, d'après ce graphique, corrélation entre le nombre de prix Nobel et la consommation de chocolat? Deuxième question, s'il y a corrélation, est-ce qu'il faut en déduire que manger plus de chocolat rend plus intelligent, et pourquoi? Alors, y a-t-il corrélation? Manifestement, oui. Il y a une corrélation positive. Plus on consomme de chocolat dans un pays, et plus il y a de prix Nobel attribués. On le voit par exemple ici avec le cas de la Chine, où il y a relativement peu de chocolat consommé et en même temps peu de prix Nobel distribués. A contrario, il y a la Suisse où on mange beaucoup plus de chocolat et où on trouve un nombre beaucoup plus élevé de prix Nobel. De plus, on le voit, les points sont plutôt bien distribués de part et d'autre de la droite de corrélation. C'est-à-dire que la corrélation est assez forte. On pourrait aussi regarder le coefficient de corrélation qui est de 0,79, ce qui est relativement élevé. Donc il y a bien une corrélation, mais est-ce qu'on peut en déduire que manger plus de chocolat rend plus intelligent? Certainement pas. Mais alors pourquoi? Comment expliquer l'existence d'une telle corrélation s'il ne suffit pas de manger plus de chocolat pour être plus intelligent? Donc pour répondre à cette question, il faut bien considérer de quoi dépendent les deux variables que sont la consommation de chocolat et le nombre de prix Nobel. En réalité, ces deux variables dépendent de ce qu'on appellera une variable cachée, c'est-à-dire qu'on ne voit pas sur le graphique, mais qui explique à la fois la consommation de chocolat et le nombre de prix Nobel. Selon toute vraisemblance, cette variable est le niveau de développement économique du pays. En effet, plus un pays est riche, plus les revenus sont élevés et plus les habitants du pays vont avoir tendance à consommer du chocolat. De la même façon, plus un pays est riche et plus il dispose de ressources financières pour financer la recherche. Et donc, cela augmente la probabilité d'obtenir un nombre plus élevé de prix Nobel. En conclusion, ce que l'on va retenir. Première chose, déjà ce qu'est une corrélation. Une corrélation est un lien statistique entre deux variables. Une corrélation se mesure à partir d'un nombre toujours plus ou moins élevé d'individus. Si on raisonne sur un nombre trop faible d'individus, la présence ou l'absence de corrélation ne serait pas significative. Une corrélation peut être positive ou négative, donc elle est positive si les deux variables varient dans le même sens, elle est négative si les deux variables varient en sens inverse. Pour savoir si une corrélation est forte ou faible, on peut regarder la distribution des points, ce qu'on appelle donc le nuage de points, autour d'une droite de corrélation. C'est la méthode graphique, même si on l'a vu, il existe aussi la méthode consistant à regarder le coefficient de corrélation lorsque celui-ci est donné. Autre point à retenir, la droite de corrélation résume le nuage de points observé. Elle représente le nuage de points théorique, on pourrait aussi dire mathématique, qu'on observerait si la corrélation était parfaite. Autrement dit, si tous les points étaient alignés sur la droite de corrélation. Corrélation n'est donc pas synonyme de causalité. Aucune corrélation n'est jamais parfaite. Plus il y a un nombre d'individus étudiés important et plus il y a des individus qui s'écartent de la moyenne, il existe de fait toujours des points qui s'écartent de la droite théorique. De plus, il peut exister des corrélations entre variables n'ayant aucun lien entre elles. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Par exemple, lorsque des variables A et B, censées être indépendantes entre elles, dépendent en réalité toutes les deux d'une troisième variable C, qu'on appellera la variable cachée. C'est ce qu'on a vu avec notre dernier exemple. La variable A était la consommation de chocolat, la variable B, le nombre de prix Nobel, donc deux variables a priori indépendantes, c'est-à-dire qui n'ont aucun lien l'une sur l'autre, mais qui sont pourtant liées par une troisième variable, une variable cachée, qui était, on l'a dit, le niveau de développement économique du pays. Une remarque pour finir, le contraire est vrai.
On peut tout à fait imaginer deux variables dont on pourrait s'attendre à ce qu'elles soient corrélées, mais qui ne sont pas dans la réalité. Cela sera dû, là aussi, à l'existence de variables cachées. Pour terminer, je vous propose deux exemples afin de poursuivre la réflexion. Un exemple numéro 1 consistant à étudier l'existence ou l'absence de corrélation entre le nombre de morts par arme à feu et le nombre d'armes en circulation dans les pays. Et un deuxième exemple mettant en lien la proportion de mentions très bien au bac, c'est-à-dire obtenant une note supérieure ou égale à 16 sur 20 de moyenne, et le prénom des candidats. J'en profite pour faire remarquer qu'on peut tout à fait étudier des exemples de corrélation sans faire appel à des droites de corrélation. C'est le cas de l'exemple numéro 2. Je vous demanderai de me dire, première question, pour chaque exemple, est-ce qu'on peut, oui ou non, observer une corrélation entre les variables étudiées? Deuxième question, pour chaque exemple, est-ce qu'il existe des variables cachées qui expliquent l'absence ou au contraire la présence de corrélation?